ton dos parfait comme un désert quand la tempête passe sur nos corps. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Moi, je reste là, les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi, tu dors. Comme un trésor au fond de la mer. Je suis comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre avant de manquer d'air. Il est midi moins quart et la femme... On l'écouterait au complet. C'est ça beau. le problème. Wow. C'est magnifique. Surtout en cette semaine qui va consacrer l'amour. C'est la Saint-Valentin. C'est une des plus belles chansons d'amour. C'est Tu m'aimes-tu? Je pense que c'est ça. Hein? Exact. Parfait. Ah non, mais c'est magnifique. Magnifique. Écrite et interprétée par Richard Desjardins, qu'on a le privilège d'avoir aujourd'hui. Richard, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle, vice-président de l'Action boréale et cofondateur, avec Henri Jacob, qui est également des nôtres. Henri, merci beaucoup d'être là, président de l'Action boréale. Ça me fait plaisir. Henri Jacob, qui aime bien, qui est connu comme un écologiste un peu baveux. Je tiens à le préciser. Et dont la devise est « Mourir debout ou bien assis, je préfère debout, ça fait moins de plis ». Ouais, c'est un de mes copains qui a écrit ça dans sa chanson, un gars d'Abitibi. Ouais, je trouvais que c'était un bon début pour vous présenter. Richard Desjardins, il y a 26 ans, et vous le rappeliez dans un texte dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, la semaine dernière, qui m'a beaucoup touché. Puis c'est pour ça que je voulais vous avoir en entrevue pour que vous passiez ce message-là au plus grand nombre, à nos auditeurs. D'ailleurs, Olivier rappelle nos numéros. Nous sommes avec Henri Jacob et Richard Desjardins. Si vous voulez réagir, 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. À qui devrait appartenir la forêt québécoise? Est-ce qu'on est vraiment encore propriétaire de nos forêts? C'est un peu la question qu'on se pose quand on lit votre texte, 26 ans après votre documentaire L'erreur boréale. Richard, vous continuez de dénoncer ce que vous dénonciez à l'époque, c'est-à-dire une gestion forestière toujours dominée par les grandes compagnies multinationales et par des décisions politiques qui n'ont pas d'allure. Oui, c'est ça. Je veux dire, la forêt est publique, hein, on est un des rares pays au monde à avoir une si grande forêt qui appartient à tout le monde. Tu vas en Europe, partout, tu peux pas te promener, t'es chez quelqu'un. Ouais. Tandis qu'ici, on a cette chance-là on parle de la forêt boréale, surtout, hein, dans la forêt boréale. C'est la forêt, mettons, au nord de Mont-Laurier, Maniwaki, au nord du lac Saint-Jean, c'est cette forêt-là. Elle n'est pas aussi habitée qu'au sud. 70% de la population vit autour du Saint-Laurent. Fait que le territoire n'est pas si développé que ça. Ça fait qu'elle a tendance à être mise de côté. Mais c'est une forêt qui est naturelle. C'est une forêt de toute beauté. Moi, je passe beaucoup de temps là. Puis, son exploitation est exagérée, est abusive. Elle l'a toujours été. Ça fait 25 ans que je travaille au sein de l'Action boréale avec Henri Jacob. Il pourra vous en parler. Le régime forestier est concédé à des compagnies forestières. Et de façon très raide, si je peux dire. Encore un matin, on a eu une nouvelle comme quoi que Domtar avait acquis une portion de forêt sans que ça ait été des plans, sans que la population ait été consultée. C'est exactement comme ça depuis 25 ans. Et d'ailleurs, et ça Richard, change pas. Vous dites ça change pas. Puis dans l'erreur boréale, on a justement l'extrait où vous étiez venu pour essayer de poser des questions puis voir qui avait des réponses à vos questions. Richard, vous étiez venu à Montréal finalement. Après avoir été dans la forêt, vous êtes venu à Montréal. Et c'était justement à la rencontre des actionnaires de la Dompteur. On a un extrait de votre documentaire d'il y a 26 ans, toujours aussi d'actualité. J'ai finalement trouvé du monde qui s'intéressait à la forêt. Au cœur de la plus grande coupe à blanc du Québec, le centre-ville de Montréal. Les actionnaires de Domtar viennent aujourd'hui se partager 300 millions de profits récoltés à même la forêt publique. C'est ici que les arbres deviennent des portefeuilles. J'ai avec moi aujourd'hui M. Lamy, qui est le vice-président du conseil, et M. Fitzgibbon, qui est là.
premier vice-président et chef des finances chez Domtar. Je pense qu'on n'aura pas besoin de préambule. On va faire ça de façon très informelle. Monsieur Desjardins, je sais que vous n'êtes pas un membre des médias enregistrés, mais je vous permets quand même de poser une question. Allez-y. Merci. On dit en général que la foresterie canadienne produit à peu près 1 mètre cube à l'hectare de matière fibreuse par année et que la Suède en produit 3 à 4 fois plus. Comment vous pouvez nous expliquer cet écart? Écoutez, comme représentant du conseil d'administration, je ne connais pas, disons, le détail de toutes ces questions-là, mais si c'est d'intérêt pour vous ou pour d'autres médias, les gens qui s'occupent de cette question-là pourraient vous fournir, si vous voulez, plus de détails à ce sujet-là. Fait qu'en gros, si Richard Desjardins, il y a 30 ans, aviez-vous eu finalement la réponse à votre maudite question? Parce qu'on se fait souvent dire ça. Ah, j'ai pas la réponse, mais on peut vous revenir, puis ils reviennent jamais. L'avez-vous eu, la réponse? Ouais. Non, non, jamais? Non? Mais c'était fascinant. Ça, c'était... Puis vous le dites très bien. Puis on a reconnu des noms, hein? Pierre Fitzgibbon, qui il était déjà là. Qu'est-ce que vous avez... Là, c'était il y a 30 ans, c'était en 96. Hein? On le voit dans votre documentaire, c'était en 1996. C'était la réunion des actionnaires de la Domtar à Montréal. Vous le dites bien, qui se partageaient le territoire de la forêt. Est-ce qu'on est vraiment propriétaire au Québec de notre forêt? Là, quand on dit la forêt est publique, est-ce que c'est vrai encore? Est-ce que vous dites que ça n'a pas changé? Comment ça se fait que ça n'a pas changé 30 ans plus tard, Richard? Puis j'aimerais ça entendre Henri Jacob aussi là-dessus ensuite. OK. C'est parce que c'est la foresterie ici, les compagnies forestières, tu sais, des années 1900-1910, le seul argent dont disposait le gouvernement pour faire les écoles, pour faire les routes, le seul argent, il n'y avait pas de taxes, il n'y avait pas d'impôts à l'époque, et le seul argent venait de la forêt. Et ça a toujours, ça l'a comme teinté le ministère. Ceux qui rentrent dans le ministère, ils savent que c'est qu'ils vont faire depuis que c'est payant. Toujours. Ouais, que c'est payant la forêt. Que c'est pour concéder la ressource aux compagnies. Ça n'a pas changé. Puis c'est ça qu'on essaye de faire, c'est que la forêt elle soit gérée publiquement aussi, pas. On appelle ça le ministère, on l'appelle le bunker. C'est un paquet d'ingénieurs forestiers qui se ramassent puis qui décident eux autres mêmes qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais notre point de vue est extrêmement difficile à faire comprendre. Justement, Henri Jacob, vous dites il faut sortir la forêt du bunker politique, il faut sortir la forêt du politique. Est-ce que c'est faisable de le faire véritablement? Ça fait 30 ans, vous le démontrez très bien, Richard vient de l'expliquer. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas si longtemps, moi je me suis pognée ici à cette émission avec l'ex-ministre des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, qui avait essayé de faire passer un projet de loi que tout le monde décriait. Il y avait juste elle puis le gouvernement qui trouvait que c'était une bonne idée. Fait que 30 ans plus tard, on en est au même point, Henri. Fait que comment peut-on arriver à reprendre... On peut-tu reprendre le contrôle de notre forêt ou bien on peut juste limiter les dégâts? En fait, la seule chose que je pense qu'il nous reste à faire, c'est la société civile qui peut agir, parce que nos gouvernements ne travaillent plus à notre service. Ils ne nous représentent plus. Ils représentent les compagnies forestières aux compagnies minières. Ils représentent les multinationales. Dans le cas ici, ce qui est assez drôle, dans le film, on parle de M. Fitzgibbon avec Domtar. Aujourd'hui, il est retourné à Domtar, mais Domtar appartient à une compagnie indonésienne. 25% de nos forêts sont coupées par des multinationales étrangères. C'est encore pire. C'est même plus nos compagnies qui seraient à base canadienne ou québécoise qui pourraient, disons, en profiter. Mais ce qui est rendu je pense, encore plus grave, c'est qu'on est en train de nous enlever même la démocratie, le droit de parler. Maïté Blanchette, quand elle a fait une consultation, elle a fait signer les gens, tous les gens qui ont signé, incluant des groupes environnementaux, elle les a fait signer pour dire, vous dites pas un mot sur ce qui se passe. Une chance qu'il y a eu des communautés autochtones qui se sont levées et ont dit, nous autres, on ne signe pas ça. Sans ça, ils essayaient de nous passer encore ça beaucoup plus pire. Parce que dans le projet, c'était le plus gros, à mon point de vue, c'est qu'ils voulaient ramasser 30% de la forêt qui est publique et la donner exclusivement pour de la production forestière pour répondre aux besoins encore des compagnies. Alors qu'on sait qu'ils déjà, ils sont sur 90% de notre territoire présentement.
En même temps, vous parlez de l'industrie forestière, puis il y a beaucoup de municipalités au Québec qui dépendent de l'exploitation forestière. Ça fait partie c'est même souvent, là, si on pense le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, l'Abitibi-Témiscamingue, l'Estrie, Saint-Jean, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pardon, le centre du Québec, l'Outaouais, le Laurentide, je veux dire, sincèrement, c'est quasiment plus de la moitié du Québec, là, on va dire ça comme ça, dont les municipalités dépendent en termes d'emploi, en termes d'économie de l'industrie forestière. Fait que, comment on peut concilier les deux? La protection de la forêt et l'économique, Henri? Juste pour donner une parenthèse, c'est que juste ici, à Val-d'Or, la compagnie qui est à partir de Domtar est fermée présentement, la compagnie qui était à Sullivan est fermée, la compagnie qui était à Amos est fermée. Et là, c'est pas la question pour des questions environnementales, c'est carrément une question qu'on surcoupe la forêt et beaucoup trop vite et mal. Et c'est ça qui nous emmène dans cette situation-là. Fait que malheureusement, il va falloir changer le régime, puis il va falloir qu'on fasse un bon inventaire de ce qui nous reste réellement. Parce qu'on le voit, ça ferme, c'est parce qu'il reste de moins en moins de bois. C'est pas vrai qu'il reste des gros arbres dans le bois, puis qu'on récolte juste les petits arbres. Là. C'est pas ça qui arrive. On est rendu loin, on est rendu à la limite quasiment qu'on peut couper des arbres dans le nord, et on arrive avec les résultats qu'on a là, c'est plus rentable. Les travailleurs forestiers nous appellent, nous disent que moi, je donnerais pas mes machines forestières à mes enfants parce que c'est pas vivable. C'est la réalité, c'est eux qui nous donnent les informations là-dessus. Fait que les petits villages n'en profitent pas, les travailleurs forestiers qui sont en forêt n'en profitent pas. Qui en profite? Les seuls qui font des profits, c'est les compagnies eux-mêmes. Ouais. Vous savez, le Canada en 1960, c'est tout le nord du Canada. En 1960, la majorité des Canadiens vivaient pas loin d'une usine, soit une scierie, soit une minière. C'était conçu comme ça. Les populations ont été engagées pour travailler pour eux autres, mais c'est pas resté. On peut très bien imaginer ce qu'on appelle des plans de transition quand il y a des drames écologiques qui se sont passés, comme dans l'Est de la France ou à Pittsburgh ou tout. On fait un plan, puis on va changer notre économie aussi. Ça, cette chose-là n'est pas commencée ici. On peut pas vivre éternellement alentour d'un moulin, puis de pas avancer, là. Tu sais, c'est pour ça qu'on avance mais premièrement, il faut, je sais pas si j'ai coupé Henri, là, mais premièrement, il faut établir des états généraux. Il faut établir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous reste comme ressources. Voilà. Ben là, vous avez commencé à décrire le plan. J'allais y venir. Je voulais justement vous dire qu'est-ce que vous réclamez, qu'est-ce qui doit être fait pour protéger cette ressource-là, qui est une ressource vivante, qui est tellement importante pour le Québec. On va s'arrêter ici. On a bien sûr des auditeurs là, qui interviennent. Olivier? Oui, ben on est très content de voir M. Desjardins, le protecteur de la forêt. Une chance qu'on l'a, dit Nicole de Verdun. Et on a aussi un auditeur qui dit « Je préférerais faire la guerre que d'avoir à vivre ce qui s'en vient par rapport à nos pertes peut-être de ressources de nos forêts. » Et on a aussi Janine de Québec qui dit « On sait que notre gouvernement vend la forêt aux plus offrants, mais la forêt appartient à ceux qui y vivent. La faune, la flore d'abord. Il est impératif de la protéger, sinon nous mourrons avec elle. » Tout à fait. Puis c'est vraiment une ressource hyper importante. C'est une de nos richesses naturelles. C'est anormal qu'elle appartienne en partie déjà à des étrangers. Là. Il y a des dommages qui sont faits qu'on ne pourra pas forcément rétablir. Mais ce qui n'est pas encore fait, puis sur lesquels on est capable d'intervenir, ça, c'est intéressant. Puis avec nos invités, Henri Jacob, Richard Desjardins, on va essayer de voir comment on peut peut-être redresser ce bateau-là. N'hésitez pas à nous appeler 1-877-827-2346 ou à nous écrire 187 Cube Radio.